J'entends encore le bruit de la jungle la nuit, la façon dont l'obscurité semblait tout engloutir. Je m'appelle Pedro et je suis un ancien soldat de l'armée mexicaine. Nous sommes en 2020 et nous sommes en mission au cœur de la jungle. C'était censé être une reconnaissance de routine, un jour comme les autres sur le terrain. Nous avions été informés d'une activité présumée du cartel dans la région, une simple opération d'entrée et de sortie pour recueillir des renseignements. Notre unité était composée de 10 hommes expérimentés, qui avaient vu plus que leur part de combat. Nous nous déplacions dans le feuillage dense avec la précision d'une machine bien huilée, chaque pas étant calculé, chaque mouvement étant silencieux. « Pedro, tu vois quelque chose ?» La voix du sergent Diaz grésille dans la radio. C'était notre chef, un homme que je respectais profondément. « Juste des arbres et des ombres », répondis-je en scrutant la zone à travers mes lunettes de vision nocturne. La jungle était animée par des bruits d'insectes et des cris d'animaux lointains. Mais il y avait quelque chose d'autre, quelque chose qui me faisait grincer des dents. L'air était plus lourd, le genre d'humidité oppressante qui s'accroche à votre peau et qui fait que chaque respiration est un combat. Je pouvais sentir le malaise chez mes camarades, une tension silencieuse qui se répandait dans nos rangs. Nous étions entraînés à gérer la peur, mais c'était différent, c'était primal. « Restez vigilants, tout le monde », a ordonné Diaz. Nous avons continué à avancer, la jungle devenant étrangement silencieuse autour de nous. C'était comme si la terre elle-même retenait son souffle. Puis, nous l'avons entendu. Un grognement bas, presque imperceptible, mais suffisant pour me faire frissonner. Le son semblait venir de partout et de nulle part à la fois. En formation, en position de défense. Diaz ordonna et nous nous mîmes rapidement en cercle serré, les armes pointées vers l'extérieur. Mon cœur battait la chamade. L'adrénaline coulait dans mes veines. Je pouvais lire la peur dans les yeux de mes camarades, mais aussi la détermination. Nous étions des soldats et nous étions prêts à nous battre. Un mouvement flou, plus rapide que tout ce que j'avais vu. Le Nahual. Il était différent de toutes les créatures que j'avais rencontrées, mi-homme, mi-bête, avec des yeux qui brillaient d'une lumière malveillante. Il se déplaçait à une vitesse anormale, et avant que nous ayons pu réagir, il était sur nous. Le premier à tomber fut le soldat Hernandez. Le premier à tomber fut le soldat Hernandez. Son cri fut interrompu lorsque les griffes de la créature déchirèrent sa chair. Le sang gicla et la nuit se transforma en chaos. Nous avons ouvert le feu, le bruit des tirs brisant le silence, mais le Nahual était trop rapide, s'élançant dans et hors de notre champ de vision, nous éliminant un par un. Ma vision s'est brouillée, j'ai entendu les cris de mes camarades, le grognement de la créature, puis l'obscurité. Je me suis réveillé dans un hôpital militaire, le corps enveloppé de bandages, l'esprit embrumé par la douleur et la confusion. On m'a dit que j'étais le seul survivant. Mes blessures étaient graves, côte cassée, lacération profonde et une commotion cérébrale qui m'a laissé dans le coma pendant 2 semaines. Mais j'ai survécu et je me suis souvenu. La version officielle était que nous étions tombés dans une embuscade tendue par un gang lourdement armé. Mais je connaissais la vérité. Nous avions rencontré le Nahual qui avait massacré mes amis. Les supérieurs nous ont ordonné de garder le silence sur ce qui s'était réellement passé. « Sécurité nationale », disaient-ils. Mais je pouvais lire la peur dans leurs yeux. Ils savaient qu'il y avait là des choses qui ne s'expliquaient pas, des choses qui ne pouvaient pas être contenues ou contrôlées. Chaque nuit, je revivais cette mission, le grognement du Nahual, les cris de mes camarades, la douleur de ses griffes. J'ai essayé d'aller de l'avant, de vivre une vie normale, mais les souvenirs me hantaient. J'ai bu pour endormir la douleur, mais cela n'a jamais fonctionné longtemps. Le Nahual était toujours là, tapi dans l'ombre de mon esprit. Une nuit, j'ai reçu un appel d'un vieil ami, Carlos, qui avait fait partie d'une autre unité. « Pedro, il faut que je te parle. » Carlos et moi nous sommes rencontrés dans un petit bar mal éclairé à la périphérie de la ville. Il avait l'air aussi hanté que moi, les yeux enfoncés et cernés. Nous avons commandé nos boissons en silence, le poids de ce dont nous allions parler pesant lourdement dans l'air. Le barman nous regarda avec méfiance, comme s'il sentait la gravité de notre conversation. « Pedro », commença Carlos, d'une voix basse et posée. « J'ai trouvé quelque chose. D'autres soldats, d'autres rencontres. » Il a fait glisser sur la table un dossier dont les bords étaient usés par les manipulations. Je l'ai ouvert d'une main tremblante et mes yeux ont parcouru les documents qu'il contenait.
des récits de rencontres avec des créatures comme le Nawal, des soldats qui avaient vu des choses inexplicables. Les poils de ma nuque se hérissaient à mesure que je lisais les récits d'horreur surnaturelle. Cela se passe partout dans le monde, poursuit Carlos. Des noms différents, des lieux différents, mais la même histoire. Des soldats qui rencontrent des entités qui ne devraient pas exister. Pourquoi n'en avons-nous pas entendu parler plus tôt? Parce qu'il est plus facile d'expliquer cela par des activités criminelles ou des accidents, répond Carlos avec amertume. Admettre la vérité provoquerait la panique. Les gouvernements gardent le silence, balaient le problème sous le tapis. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés, Carlos. C'est pour cela que je t'ai appelé, répond Carlos, une étincelle de détermination dans les yeux. Je ne peux pas faire ça tout seul. Nous devons trouver d'autres personnes comme nous, des personnes qui connaissent la vérité et qui sont prêtes à se battre. Au cours des mois suivants, Carlos et moi avons travaillé sans relâche pour retrouver d'autres survivants, des soldats qui avaient rencontré le surnaturel et qui avaient survécu pour le raconter. Cela n'a pas été facile. La plupart étaient réticents à parler, encore hantés par leurs expériences et effrayés par les conséquences. Mais peu à peu, notre groupe s'est agrandi et nous nous sommes appelés les chasseurs. Notre mission était simple: traquer et éliminer ces menaces surnaturelles, protéger ceux qui ne pouvaient pas se protéger eux-mêmes. C'était un travail dangereux, mais il nous donnait un but, une raison de continuer à avancer. Notre première mission en tant que chasseurs nous a conduits au fin fond des montagnes du nord du Mexique. Des disparitions étranges avaient été signalées dans un petit village, et les habitants étaient convaincus que quelque chose de sinistre était à l'œuvre. Nous sommes arrivés sous le couvert de l'obscurité, nos armes prêtes, nos nerfs à vif. Alors que nous traversions le village, je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment d'être observé. Les maisons étaient sombres, les rues sinistrement silencieuses. Nous nous sommes séparés en deux équipes, l'une dirigée par Carlos et l'autre par moi. Mon équipe était composée de 3 autres anciens soldats: Javier, un tireur d'élite à la main sûre, Elena, une infirmière capable de soigner n'importe quelle blessure, et Miguel, un expert en technologie qui s'occupait de nos communications et de notre surveillance. « Restez vigilants », murmurai-je, mes yeux scrutant les ombres. Nous avançons prudemment, vérifiant chaque maison et chaque ruelle. Les villageois s'étaient réfugiés dans l'église locale, leur peur étant palpable. Le père Thomas, le prêtre du village, nous accueille à la porte, le visage marqué par l'inquiétude. « Merci d'être venu, dit-il, la voix tremblante. Cela fait des semaines que c'est comme ça. Des gens disparaissent, des bruits étranges se font entendre la nuit. Nous sommes tous terrifiés. Avez-vous vu quelque chose, mon père? Non, mais j'ai entendu des choses, des grognements, comme ceux d'un animal, mais différents, et des ombres qui se déplacent dans l'obscurité. Je hochai la tête, jetant un coup d'œil à mon équipe. Nous allons jeter un coup d'œil. Rester à l'intérieur et garder les portes fermées. Au fur et à mesure que nous avancions dans le village, le sentiment de malaise s'intensifiait. Nous suivions les bruits de grognements et de chuchotements, l'air étant chargé de tension. Soudain, une ombre a traversé la rue, trop vite pour être humaine. Nous nous sommes lancés à sa poursuite, nos pas résonnant dans le silence. L'ombre nous a conduits jusqu'à la lisière du village, où la forêt se dessinait sombre et menaçante. Nous avons hésité un instant, puis nous nous sommes enfoncés dans les arbres, nos lampes de poche perçant l'obscurité. Les grognements se sont faits plus forts, plus menaçants. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine lorsque nous avons atteint une clairière. Au centre se tenait une silhouette, plongée dans l'obscurité, dont les yeux brillaient d'une lumière artificielle. « Dispersez-vous !» ordonnai-je, le cœur battant. J'ai ordonné, le cœur battant. Nous avons encerclé la silhouette, nos armes pointées et prêtes à l'emploi. Alors que nous nous rapprochions, elle poussa un rugissement à faire froid dans le dos et s'élança vers nous, se déplaçant à une vitesse inhumaine. Elle ne ressemblait à rien de ce que j'avais vu, un amalgame tordu d'humain et de bête. Ses yeux brillaient d'une lumière malveillante et ses griffes étincelaient au clair de lune tandis qu'elle nous tailladait. Nous avons ouvert le feu, le bruit assourdissant des tirs brisant le silence de la nuit. « Repliez-vous » j'ai crié, essayant de garder mon équipe unie. Javier, notre tireur d'élite, s'est posté derrière un tronc d'arbre, son fusil braqué sur la créature.
Elena, notre infirmière, est restée près de moi, les yeux écarquillés par la peur, mais les mains posées sur son arme. Miguel, notre expert technique, essayait frénétiquement d'ajuster nos fréquences de communication pour appeler des renforts, mais la forêt semblait avaler nos signaux. La créature se déplaçait à une vitesse déconcertante, se faufilant entre les arbres et disparaissant dans l'ombre, pour ne réapparaître que quelques instants plus tard. Elle semblait jouer avec nous, tester notre détermination, nous narguer avec son agilité inhumaine. « Nous ne pouvons pas la laisser s'enfuir », dit la voix de Carlos dans la radio. Lui et son équipe se trouvaient quelque part dans la direction opposée, confrontés à leurs propres défis. « Il nous faut un plan », dis-je en scrutant la zone à la recherche d'un signe de la créature. « Gardez-la à découvert », suggère Javier. Elena acquiesça, l'air déterminé. Nous avancions prudemment dos l'un à l'autre, les yeux scrutant les arbres. La forêt semblait animée de mouvements, les ombres dansaient à la limite de notre vision. Je pouvais sentir la tension dans l'air, un sentiment palpable de danger qui semblait croître à chaque instant. Soudain, la voix de Miguel trancha le chaos. Nous nous sommes retournés comme un seul homme, armes levées. La créature émergea des arbres, ses yeux fixés sur nous avec une intelligence troublante. Elle poussa un autre rugissement, ses dents se dressant dans un rictus grotesque. « Feu !» criai-je, et nous déclenchâmes un barrage de tirs. Les balles déchirèrent l'air, frappèrent les arbres et le sol, mais la créature semblait imperturbable. Elle se déplaçait avec une grâce qui défiait son apparence monstrueuse, esquivant nos tirs avec facilité. « Rechargez !» j'ai crié, me réfugiant derrière un arbre pour me mettre à l'abri. La créature se rapprochait, ses grognements s'amplifiant à chaque pas. Je pouvais sentir sa présence, une ombre sombre qui semblait étouffer l'air autour de nous. Alors que je rechargeais mon fusil, j'aperçus un mouvement sur ma gauche. Javier visait, le doigt crispé sur la gâchette. La créature s'est jetée sur lui, les griffes fendant l'air. « Javier !» cria Elena, mais il était trop tard. La créature l'a projeté au sol dans un bruit sourd et écœurant. Je vis du sang s'infiltrer dans son uniforme et tacher le sol de la forêt. « Non !» j'ai crié, mon cœur battant la chamade. J'ai tiré une à une sur la créature, ma vision se brouillant de rage et de désespoir. Ce n'était qu'un flou de mouvements, le chaos et le désespoir se mêlant dans une symphonie de violence. Puis, aussi soudainement qu'elle était apparue, la créature disparut dans l'obscurité. La forêt redevint silencieuse, avec pour seul bruit le souffle court de mon équipe et les cris lointains des animaux nocturnes. « Il faut sortir Javier d'ici », dit Elena, la voix tremblante. J'acquiesçais, les mains tremblantes, en prenant le pouls de Javier. Il était inconscient, mais vivant. « Miguel, vois si tu peux joindre Carlos. Dis-lui que nous avons besoin d'une extraction immédiate. » Miguel acquiesça, les doigts sur la radio. Carlos répond. Nous avons rencontré la créature. Il y eut des parasites, puis la voix de Carlos se fit entendre. Il y eut des parasites, puis la voix de Carlos se fit entendre. Nous nous sommes rassemblés autour de Javier, faisant ce que nous pouvions pour le stabiliser en attendant les renforts. La nuit semblait interminable. Les minutes s'étiraient jusqu'à l'éternité, alors que nous étions à l'écoute de tout signe de mouvement dans la forêt. « Il a perdu beaucoup de sang », dit Elena à voix basse, ses mains appliquant habilement une pression sur la blessure de Javier. « Je sais », répondis-je, la voix chargée de culpabilité. Javier avait été un bon soldat, un ami loyal. Les minutes ont passé comme des heures, chacune remplie d'une attente tendue. Enfin, le bruit des pas qui s'approchent rompt le silence. Carlos et son équipe sont sortis des arbres, le visage sombre mais déterminé. « Nous sommes là », dit Carlos en s'agenouillant près de nous. « Quelle est la situation ?»« Nous avons rencontré la créature, expliquai-je, la voix rauque. Elle nous a attaqués, Javier a été touché. Nous avons réussi à la repousser, mais... » Carlos hocha la tête, la mâchoire serrée. « Il faut faire vite. Miguel, prépare un brancard. » Avec une efficacité éprouvée, nous chargeons Javier sur la civière et entamons la marche à travers la forêt. L'air était chargé de tension, chacun d'entre nous étant perdu dans ses propres pensées. Je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment d'échec, de laisser tomber mon équipe. Pendant que nous marchions, la forêt semblait se refermer autour de nous, les ombres prenant vie d'elles-mêmes. Je pouvais sentir des yeux qui nous observaient dans l'obscurité, un auditoire silencieux de nos luttes. « Nous sommes presque arrivés »,
dit Carlos, sa voix étant un point d'ancrage stable dans la tempête d'émotions. Nous avons atteint le point de rendez-vous sans autre incident. L'équipe d'extraction nous attendait, leurs visages masqués par l'ombre de leurs casques. Ils ont rapidement chargé Javier dans un hélicoptère qui attendait, le rugissement des moteurs noyant les bruits de la forêt. « On s'en occupe à partir d'ici », a dit l'un des soldats, la voix étouffée par la radio. J'ai hoché la tête, la gorge serrée par des émotions inexprimées. Alors que l'hélicoptère s'élevait dans le ciel nocturne, j'ai regardé jusqu'à ce qu'il disparaisse de mon champ de vision. Javier était désormais entre de bonnes mains, mais la mission était loin d'être terminée. La créature était toujours là, tapie dans l'ombre, attendant sa prochaine occasion de frapper. « Nous devons la trouver », ai-je dit à voix basse, plus pour moi que pour les autres. « Nous le ferons », a répondu Carlos d'une voix ferme. C'est ainsi que nous nous sommes regroupés, notre détermination ayant été renforcée par les événements de cette nuit-là. La quête du Nahual se poursuivit, notre détermination étant un bouclier contre les ténèbres qui menaçaient de nous consumer tous. Les jours se transformèrent en semaines, tandis que nous recherchions toute trace du Nahual. Notre groupe de chasseurs s'est agrandi, attirant de nouveaux survivants et croyants du monde entier. Chaque nouveau membre apportait avec lui des récits de rencontres avec des entités surnaturelles, tous plus effrayants les uns que les autres. Nous avons établi un quartier général de fortune dans un entrepôt abandonné à la périphérie de la ville. Il est devenu notre base d'opération, un endroit où nous pouvions planifier nos prochaines actions et partager des informations. Carlos a pris en charge la coordination de nos efforts, son leadership étant constant et inébranlable. Il avait un don pour la stratégie, pour voir la situation dans son ensemble au milieu du chaos. Je l'admirais pour cela, pour sa capacité à nous maintenir concentrés alors que tout semblait s'effondrer. « De nouvelles pistes ?» demandai-je un matin en entrant dans l'entrepôt. Un matin, en entrant dans l'entrepôt, j'ai trouvé Carlos en train de compulser une pile de rapports. Il a levé les yeux, les traits de son visage marqués par l'épuisement. Rien de concret pour l'instant. La créature semble se déplacer de façon imprévisible, apparaissant à un endroit puis disparaissant sans laisser de traces. C'est comme essayer d'attraper de la fumée. « Nous la trouverons », dit Carlos avec fermeté, son regard rencontrant le mien. Les jours se sont transformés en nuit, tandis que nous parcourions la ville et ses environs, suivant toutes les pistes et chassant toutes les ombres. Le Nahual restait insaisissable, un fantôme dans l'obscurité qui semblait se moquer de nos efforts. « Il joue avec nous », marmonna Miguel un soir, la frustration évidente dans sa voix. « Nous ne pouvons pas abandonner, dit Elena, la voix ferme malgré la lassitude qui se lit dans ses yeux. J'ai acquiescé, la mâchoire serrée par la détermination. Nous étions allés trop loin pour faire marche arrière. Le Nahual nous avait pris tant de choses, des amis, des camarades, notre sentiment de sécurité. Nous ne pouvions pas le laisser continuer à s'attaquer à des vies innocentes. Une nuit, alors que nous nous apprêtions à nous retirer, nous avons fait une percée. Miguel a intercepté une transmission en provenance d'un village isolé à la périphérie de la ville. Des rapports d'observations étranges et de disparitions inexpliquées avaient afflué, et les villageois vivaient dans la peur. « Nous devons vérifier », dit Carlos, les yeux brillants d'un espoir renouvelé. J'acquiesçai, le cœur battant d'impatience. J'ai acquiescé, le cœur battant d'impatience. Nous partons aux premières lueurs de l'aube. Le voyage jusqu'au village reculé a été marqué par la tension. Nous voyagions en silence, chacun perdu dans ses pensées. Les rapports que Miguel avait interceptés étaient troublants. Des gens disparaissant sans laisser de traces, des bruits étranges résonnant dans la nuit, un sentiment de malaise qui planait dans l'air. À mesure que nous approchions du village, l'atmosphère devenait de plus en plus oppressante. Les bâtiments étaient délabrés, les rues désertes. C'était comme si la vie s'était retirée de l'endroit. « Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond ici », chuchota Elena en scrutant les alentours. « Je suis d'accord », répondit Carlos en posant la main sur la poignée de son couteau. « Reste près de nous. » Nous avançons prudemment dans le village, les sens en alerte. L'air était chargé d'une odeur de pourriture et de négligence. Les fenêtres étaient condamnées, les portes pendaient sur leurs gonds. C'était comme si les villageois avaient fui au cœur de la nuit, laissant derrière eux une ville fantôme. « Là-bas », dit soudain Miguel, en indiquant une petite maison à l'orée du village. Nous nous approchâmes prudemment de la maison, les armes levées.
La porte était entr'ouverte et grinçait doucement sous l'effet de la brise. Carlos nous a fait signe de nous disperser pour couvrir toutes les issues possibles. « Soyez prêts à tout », a-t-il prévenu, la voix basse. Avec un signe de tête, j'ai pris une grande inspiration et j'ai ouvert la porte d'un coup de pied. Le cottage était sombre et moisi. L'air était chargé d'une odeur de terre humide. Nous avons parcouru les pièces méthodiquement, à la recherche d'un signe de vie. Les meubles étaient renversés, les affaires éparpillées sur le sol comme si quelqu'un était parti précipitamment. Mais il n'y avait aucun signe de la créature, ni d'aucun villageois. « C'est bon », dis-je à voix basse, ma voix résonnant dans le cottage vide. Carlos acquiesça, les sourcils froncés par la concentration. Carlos hocha la tête, les sourcils froncés par la concentration. Nous avons passé des heures à parcourir le village, fouillant chaque bâtiment à la recherche d'indices. La plupart étaient abandonnés, le peu d'objets laissés sur place racontant une histoire de peur et de désespoir. Il était clair que ce qui s'était passé ici avait fait fuir les villageois. Alors que la nuit commençait à tomber, nous nous sommes regroupés au centre du village. L'air se refroidit. Un vent glacial souffle dans les rues vides. Aucun signe du Nahual, dit Miguel, la frustration évidente dans sa voix. Ni des villageois, ajoute Elena, l'air troublé. Carlos fait les 100 pas, l'esprit en ébullition. Il doit y avoir quelque chose qui nous échappe. Les rapports étaient clairs. Les gens ont vu et entendu quelque chose. Et s'ils se cachaient sous terre, dans les grottes ou les tunnels? C'est possible, dit lentement Carlos. Il y a des grottes à proximité, d'anciens tunnels miniers. Alors c'est là que nous irons, dis-je avec fermeté. Nous avons rassemblé nos affaires et nous nous sommes dirigés vers les grottes à la périphérie du village. La lune était basse dans le ciel, projetant de longues ombres sur le terrain rocailleux. Les grottes se profilèrent devant nous, sombres et inquiétantes. « Restez près de nous », ordonna Carlos qui ouvrait la marche, une lampe de poche à la main. L'entrée des grottes était étroite, à peine assez large pour qu'une personne puisse y passer à la fois. L'air à l'intérieur était humide et froid. Le bruit de l'eau qui s'égouttait résonnait sur les murs. Nous nous enfonçâmes dans l'obscurité, nos pas résonnant dans le silence. Les tunnels se tordaient et tournaient, se ramifiant en de plus petits passages qui semblaient ne mener nulle part. Les murs étaient luisants d'humidité, le sol irrégulier sous nos bottes. Je pouvais sentir le poids de la terre peser sur nous, un rappel suffocant de notre vulnérabilité. Soudain, Miguel s'arrêta net, sa main agrippant fermement mon bras. Nous nous sommes figés, tendant l'oreille à la recherche d'un signe de mouvement. Nous nous sommes figés, tendant l'oreille à la recherche d'un signe de mouvement. C'était encore là, un grognement doux et sonore qui semblait provenir de partout autour de nous. « Il est proche », dit Elena, sa voix étant à peine un murmure. L'air s'épaississait à chaque pas, un sentiment d'effroi s'installant sur nous comme un linceul. J'ai serré mon fusil plus fort, mon cœur battant dans ma poitrine. Et puis nous l'avons vu, une paire d'yeux brillants dans l'obscurité, nous observant avec une intensité de prédateur. Le Nahual est sorti de l'ombre, sa forme se déplaçant et se tordant comme s'il était fait de fumée et d'ombre. « Feu !» a crié Carlos. Carlos cria et nous ouvrîmes le feu avec tout ce que nous avions. Les balles ont déchiré l'air, frappant la forme de la créature avec un bruit sourd et écœurant. Elle poussa un rugissement à glacer le sang et donna des coups de griffe. Nous esquivâmes, évitant de justesse ses attaques. Javier tira un coup de feu bien ciblé qui effleura l'épaule de la créature, la faisant reculer momentanément. Profitant de l'ouverture, Carlos s'élança vers l'avant avec son couteau, tailladant le flanc de la créature. Le Nahual hurla de douleur et s'enfonça dans les ténèbres. Nous le poursuivîmes, déterminés à ne pas le laisser s'échapper cette fois-ci. Les tunnels résonnaient des bruits de notre lutte, une symphonie de coups de feu et de grognements. Mais aussi rapidement qu'il était apparu, le Nahual disparut dans les profondeurs de la caverne. Nous sommes restés debout, haletants, la poitrine soulevée par l'effort, l'adrénaline coulant encore dans nos veines. Nous devons en finir, ai-je dit, la voix rauque de détermination. Carlos a hoché la tête, les yeux flamboyants de détermination. Avec une détermination renouvelée, nous nous sommes enfoncés dans la grotte, suivant la trace de sang laissée par la créature blessée. Les tunnels semblaient s'étirer à l'infini, tournant et retournant comme un labyrinthe. Et puis nous l'avons trouvée, la créature coincée dans une petite chambre au bout d'un passage étroit. Elle s'est retournée pour nous faire face, ses yeux brûlants de haine et de défi.
Cela se termine maintenant, a dit Carlos, sa voix froide et inflexible. Le Nahual s'était lancé vers nous avec une férocité renouvelée, mais nous étions prêts. Nous nous sommes battus avec tout ce que nous avions, une danse de mort et de survie dans les profondeurs de la terre. Je regardais Carlos porter le dernier coup, son couteau s'enfonçant profondément dans la poitrine du Nahual. La créature poussa un dernier cri d'agonie avant de s'effondrer sur le sol, sa forme se dissolvant dans les ombres et la fumée. Alors que la créature se dissolvait devant nous, l'air sembla se déplacer, comme si un lourd poids avait été enlevé de nos épaules. Nous restâmes en silence, reprenant notre souffle, l'incrédulité se mêlant au soulagement. « Nous avons réussi !» dit finalement Miguel, la voix remplie d'admiration. Carlos acquiesça, l'expression grave. Carlos acquiesça, l'air grave. Mais à quel prix? Nous nous retournâmes pour observer les dégâts. La grotte était jonchée de débris et de sang, témoignage de la bataille féroce qui avait eu lieu. Je ressentis une douleur pour tous ceux qui avaient été victimes du Nahual, dont la vie avait été anéantie par sa présence malveillante. « Nous devons faire un rapport », dit Elena à voix basse, rompant le sombre silence. Je hochai la tête, mon esprit s'emballant déjà devant les implications de notre découverte. Le Nahual était bien réel, une créature des ténèbres et des cauchemars qui nous avait hantés pendant si longtemps. Mais maintenant qu'il était vaincu, qu'allait-il advenir de nous? Serions-nous acclamés comme des héros ou condamnés comme des fous? Nous devrions rassembler des preuves, dit Carlos, sa voix coupant court à mes pensées. Ensemble, nous avons photographié la scène, les restes de la créature et la grotte où elle avait élu domicile. Il était important d'avoir quelque chose de tangible à montrer aux autorités pour prouver que notre épreuve n'avait pas été vaine. Alors que nous retournions au village, le poids de l'épuisement s'installait en nous. L'adrénaline qui nous avait soutenus pendant la bataille commençait à s'estomper, nous laissant vidés et fatigués. « Nous devons nous reposer », dit Miguel, exprimant ce que nous pensions tous. Carlos hocha la tête en signe d'accord. Carlos acquiesça. « Retournons à l'entrepôt, nous pourrons nous y regrouper. » Le voyage de retour vers notre quartier général improvisé fut un mélange de fatigue et d'introspection. Les événements de ces derniers jours avaient fait des ravages, nous laissant secoués et à vif. Lorsque nous avons finalement atteint l'entrepôt, nous nous sommes effondrés sur des lits et des chaises de fortune, trop épuisés pour faire quoi que ce soit d'autre que se reposer. La nuit s'est écoulée dans un sommeil agité, hanté par des rêves d'ombre et de griffes. Le lendemain matin s'est levé, clair et lumineux, la lumière du soleil traversant les fenêtres poussiéreuses de l'entrepôt. Nous nous sommes réunis autour d'une table de fortune, des tasses de café fort à la main pour discuter de nos prochaines étapes. « Nous devons faire un rapport complet », dit Carlos, la voix ferme malgré la fatigue dans ses yeux. « Nous devons faire un rapport complet », dit Carlos, la voix ferme malgré la fatigue de ses yeux, à nos supérieurs, aux autorités. Elena demande, les sourcils froncés par l'inquiétude. Carlos hocha la tête d'un air pensif. Carlos hocha la tête d'un air pensif. Tout le monde ne croira pas ce que nous avons vu. Mais nous avons des preuves, dit Miguel en montrant les photos que nous avons prises. Nous ne pouvons pas ignorer ce qui s'est passé. Nous ne pouvions pas laisser notre découverte être balayée sous le tapis, enterrée dans le secret comme tant d'autres avant nous. Le monde devait connaître le Nahual, les dangers qui se cachaient dans l'ombre. Nous devons à ceux qui n'ont pas survécu, dis-je doucement, la voix ferme et résolue, de raconter leur histoire. Et c'est ainsi que nous avons commencé à rédiger notre rapport. Nous avons tout inclus, les observations, les rencontres, la bataille dans les grottes. C'était un récit complet de notre épreuve, un témoignage de notre courage et de notre détermination. Au fur et à mesure que nous travaillions, la nouvelle s'est répandue dans le réseau souterrain des chasseurs. D'autres survivants se sont manifestés en racontant leurs propres histoires de rencontres surnaturelles, chacune d'entre elles ajoutant du poids à notre cause. Il est devenu évident que notre combat était loin d'être terminé, que d'autres personnes avaient besoin de notre aide, mais au milieu du chaos et de l'incertitude, il y avait aussi de l'espoir. Mais au milieu du chaos et de l'incertitude, il y avait aussi de l'espoir. L'espoir que nos efforts feraient la différence, que nous pourrions faire briller la lumière dans les ténèbres et exposer la vérité. Nous avons parcouru un long chemin, a déclaré Carlos un soir, alors que nous étions assis autour d'un feu crépitant dans l'entrepôt. J'ai acquiescé, et mes pensées se sont tournées vers l'avenir.
Le Nawal n'était qu'un début, un aperçu d'un monde de mystères et de dangers que nous commencions à peine à comprendre. Et tant qu'il y aurait des ombres à explorer et des mystères à élucider, nous serions là, prêts à affronter les ténèbres qui nous attendaient. Le lendemain de notre rencontre avec le Nawal, nous étions en proie à un mélange d'émotions, soulagement, épuisement et un sentiment persistant d'inquiétude. Nous savions que notre mission n'était pas terminée. Il restait des questions sans réponse, des détails à régler et un monde qui avait besoin de connaître la vérité. Après avoir compilé notre rapport et l'avoir envoyé à nos supérieurs, nous avons attendu leur réponse en retenant notre souffle. Les jours se sont transformés en semaines, tandis que nous continuions à recueillir des informations et le soutien d'autres chasseurs qui avaient été confrontés à des phénomènes similaires. Un soir, alors que nous étions assis autour de l'entrepôt pour planifier notre prochaine action, Carlos reçut un appel du quartier général. Son visage s'est tendu pendant qu'il écoutait, ses sourcils se sont froncés de manière concentrée. Carlos raccroche le téléphone et se tourne vers nous. Carlos raccrocha le téléphone et se tourna vers nous. « Ils veulent que nous rencontrions une équipe spéciale. » Miguel s'exclama, les yeux écarquillés par la surprise. Carlos hésita, choisissant soigneusement ses mots. « Ils pensent que notre rencontre avec le Nawal fait partie d'un schéma plus large. Il y a eu des rapports d'autres régions, des observations similaires, des incidents similaires. »« Donc, nous ne sommes pas seuls, » dit doucement Elena, la voix teintée de soulagement. Carlos acquiesça. « Il semble que cette créature ou ces créatures soient plus répandues que nous. Nous le pensions au départ. Le groupe de travail souhaite que nous nous joignions à eux pour partager notre expertise et aider à traquer ces entités. J'ai ressenti une vague d'émotions mélangées, la fierté que nos efforts soient reconnus, l'appréhension à l'idée d'affronter d'autres dangers inconnus, mais par-dessus tout, il y avait un sentiment d'utilité, la conviction que nous étions sur le point de vivre quelque chose d'important. « Quand partons-nous ? Quand partons-nous » demandai-je, la voix posée malgré le tourbillon d'émotions qui m'habitait. « Demain » répondit Carlos. « Ils envoient un transport pour nous récupérer. Nous serons briefés en chemin. » Le lendemain se lève donc avec un sentiment d'urgence. Nous avons emballé notre matériel, dit au revoir à notre quartier général improvisé et sommes montés à bord du transport qui nous emmènerait vers notre prochaine destination. Le voyage s'est déroulé dans une atmosphère tendue, chacun d'entre nous étant perdu dans ses propres pensées. Alors que nous volions vers notre destination, Carlos nous a donné les quelques informations que le quartier général avait partagées. Le groupe de travail était composé d'experts de divers domaines, scientifiques, stratèges militaires et enquêteurs du paranormal. Leur objectif est simple, découvrir la vérité derrière ces phénomènes surnaturels et, si possible, neutraliser les menaces qu'ils représentent. Ce ne sera pas facile, prévient Carlos, la voix grave. Nous avons acquiescé, notre détermination étant inébranlable. Quoi qu'il arrive, nous sommes prêts à l'affronter. Le transport a atterri sur une base militaire isolée, où nous avons été conduits dans une salle de briefing sécurisée. « Bienvenue », nous a accueilli un officier au visage sévère. « Je suis le général Ramirez. Vous avez été choisi pour rejoindre la Task Force X. » Task Force X, ce nom m'a fait froid dans le dos. Il était clair qu'il ne s'agissait pas d'une mission comme les autres. Nous entrions dans un monde de secrets et d'ombres, où la frontière entre la réalité et le mythe était floue. Les rapports d'événements surnaturels se sont multipliés dans le monde entier. Qu'il s'agisse d'observations de cryptes ou de phénomènes inexplicables défiant toute explication scientifique. Le Nawal n'était qu'une pièce d'un puzzle beaucoup plus vaste, un puzzle qui menaçait le tissu même de notre monde. Notre mission est double, a poursuivi le général Ramirez. Nous devons enquêter sur ces phénomènes et, si possible, les contenir ou les éliminer. Nous l'avons écouté attentivement pendant qu'il décrivait nos objectifs et les défis que nous allions devoir relever. Les enjeux étaient considérables. L'échec n'était pas une option. Mais alors que le briefing touchait à sa fin, un sentiment de détermination s'est emparé de nous. Nous partons aux premières lueurs du jour, a conclu le général Ramirez. Nous partons à l'aube, conclut le général Ramirez. Demain, nous commençons. Le matin est arrivé avec une intensité tranquille. L'air était chargé d'anticipation alors que nous nous préparions pour notre première mission avec la Task Force X.
Nous avons été rejoints par un groupe diversifié de spécialistes, chacun apportant sa propre expertise à la table, des scientifiques, des chercheurs occultes et des agents militaires chevronnés. Des témoins ont signalé des lumières étranges et des bruits sinistres émanant des bois, faisant craindre une implication surnaturelle. Nous allons nous répartir en équipes et couvrir différents secteurs de la zone, explique le général Ramirez en montrant une carte projetée à l'écran. Nous avons hoché la tête en signe de compréhension, résolus à nous aventurer une fois de plus dans l'inconnu. Le voyage jusqu'à la région montagneuse se déroula sans encombre, le paysage étant accidenté et vierge de toute civilisation. L'air se rafraîchit à mesure que nous approchons de notre destination, un sentiment d'isolement s'installant sur nous comme un manteau. « Nous allons établir un camp de base ici », dit Carlos d'une voix ferme. « De là, nous pourrons coordonner nos recherches. » Les équipes se sont dispersées, chacune prenant un secteur de la forêt dense pour enquêter. Nos sens étaient exacerbés. Chaque brin d'arbre ou bruissement de feuilles faisait monter l'adrénaline dans nos veines. Les heures se sont transformées en jours, tandis que nous passions la nature au peigne fin, à la recherche de tout indice susceptible de nous mener à la vérité. La troisième nuit, l'équipe de Miguel a fait une découverte effrayante. Un campement de fortune au cœur de la forêt. Les tentes en lambeaux et les affaires éparpillées laissaient présager un départ précipité, mais il n'y avait aucune trace des campeurs eux-mêmes. On dirait qu'ils sont partis à la hâte, observe Miguel en scrutant la zone à l'aide d'une lampe de poche. Carlos s'accroupit pour examiner les affaires, les sourcils froncés par la réflexion. Carlos s'accroupit pour examiner les affaires, les sourcils froncés par la réflexion. Nous devons découvrir ce qui les a poussés à partir. Alors que nous poursuivions nos recherches, la tension était palpable. Des bruits étranges résonnaient dans les arbres, des chuchotements à la limite de la perception. Je pouvais sentir des yeux qui nous observaient dans l'ombre, un sentiment de trac qui me donnait des frissons dans le dos. Et puis, nous l'avons entendu, un cri bas et triste qui résonnait dans l'obscurité. Nous avons échangé des regards méfiants, nos mains se sont crispées sur nos armes. Le cri est revenu plus proche cette fois, porteur d'un sentiment de désespoir qui nous a glacés jusqu'aux os. « Il vient de là-bas », a chuchoté Elena en pointant du doigt un bosquet d'arbres. Nous avons avancé prudemment vers la source du son, nos sens en alerte. La forêt semblait retenir son souffle à mesure que nous approchions, l'air étant chargé de tension. Et puis, nous l'avons vu, une silhouette recroquevillée sur le sol, tremblant de peur. « Tu vas bien ?» Carlos l'appela, d'une voix à la fois douce et ferme. La silhouette leva la tête, les yeux écarquillés par la terreur. « Ils l'ont pris », murmura-t-elle, la voix tremblante. Carlos échangea un regard avec Miguel, l'air grave. « Qui l'a pris? Qu'avez-vous vu ?» La femme secoue la tête, des larmes coulent sur son visage. « Ils sont venus du ciel, des lumières brillantes. Ils l'ont pris, mon mari. » Nous avons échangé des regards inquiets, les pièces du puzzle commençant à s'assembler. Ce qui se passait dans ces bois dépassait de loin notre compréhension, un phénomène qui défiait la logique et la raison. « Nous devons la mettre en sécurité », dis-je doucement, ma voix dépassant à peine un murmure. Carlos acquiesça, la mâchoire serrée avec détermination. Carlos hocha la tête, la mâchoire serrée par la détermination. « Miguel, va chercher une civière. Elena, reste avec elle. » Alors que nous nous préparions à évacuer la femme de la forêt, un sentiment de malaise s'installa en nous. Nous entrions dans un monde de dangers inconnus, où la réalité était floue et le surnaturel omniprésent. Mais nous étions déterminés à découvrir la vérité, quel qu'en soit le prix. De retour au camp de base, nous nous sommes occupés de la femme ébranlée, lui offrant chaleur et réconfort. Elle nous a raconté son expérience éprouvante. Des lumières vives sont descendues du ciel, ont enveloppé son mari d'une lueur aveuglante avant qu'il ne disparaisse sans laisser de traces. Son récit m'a fait froid dans le dos. Il faisait écho au rapport que nous avions reçu. Lumières étranges, disparitions inexplicables, sentiment d'être observé d'en haut. Mais qui ou quoi pouvait être à l'origine de ces phénomènes? Nous devons poursuivre notre enquête, dit Carlos avec fermeté, ses yeux se rétrécissant avec détermination. Nous nous sommes mis en route aux premières lueurs du jour,
suivant les indications de la femme jusqu'à l'endroit où son mari s'était volatilisé. La forêt était étrangement silencieuse à mesure que nous approchions. L'air était chargé d'une odeur de pin et de terre humide. Nous avions l'impression de pénétrer sur une terre sacrée où des yeux invisibles surveillaient chacun de nos mouvements. Miguel dit doucement « Là », indiquant une clairière devant nous. Nous pénétrâmes prudemment dans la clairière, scrutant le sol à la recherche d'un quelconque signe de perturbation. Et puis, nous l'avons vu, d'étranges marques gravées dans la terre qui brillaient faiblement dans la lumière du matin. Elles formaient des motifs complexes qui semblaient animés d'une énergie d'un autre monde. « Qu'est-ce que c'est » Elena s'interrogea à voix haute, s'accroupissant pour examiner les marques. Carlos les étudia pensivement, les sourcils froncés par la concentration. Elles ont l'air anciennes. Alors que nous examinions les marques, un bourdonnement sourd remplit l'air, s'amplifiant à chaque instant. Le sol sous nos pieds a tremblé, envoyant des ondes de choc à travers nos corps. Puis, dans un éclair de lumière aveuglant, ils sont apparus, des êtres comme nous n'en avions jamais vus. Ils se tenaient devant nous, grands et minces, leurs formes brillaient d'une lueur céleste. Leurs visages étaient sereins, leurs yeux étaient des bassins de sagesse infinie. Je ressentis un élan de crainte et de peur, un instinct primitif qui me disait que nous étions en présence de quelque chose qui dépassait l'entendement humain. « Nous ne vous voulons aucun mal », appela Carlos, la voix ferme malgré l'agitation intérieure. L'un des êtres s'avança, son regard fixé sur Carlos avec une intensité qui fit s'emballer mon cœur. Il parla, sa voix résonnant dans nos esprits avec une clarté qui transcendait le langage. « Nous sommes les gardiens, dit-il, ces mots se répercutant dans notre conscience. Nous veillons sur ce monde, le protégeant de forces qui dépassent votre entendement. » Carlos échangea un regard avec moi, son expression était indéchiffrable. Carlos échangea un regard avec moi, l'expression indéchiffrable. « Les lumières ?» Le gardien a hoché la tête solennellement. Nous avons détecté une perturbation, une déchirure dans le tissu de la réalité. Il expliqua que les lumières brillantes étaient des anomalies causées par la convergence des dimensions, une faille qui permettait aux êtres de passer d'un royaume à l'autre. Les disparitions étaient des conséquences involontaires des individus pris dans le flux entre les mondes. « Nous ne voulons pas de mal », répéta le gardien, la voix emplie de compassion. « Mais votre monde est en danger. Des forces cherchent à exploiter ces failles, à déchaîner le chaos sur votre monde. » Carlos acquiesça, absorbant l'information avec une certaine gravité. Les gardiens échangèrent une conversation silencieuse entre eux, leur forme scintillant d'une énergie collective. Finalement, le premier gardien reprit la parole. « Vous devez sceller les failles, » dit-il. « Rétablissez l'équilibre entre votre monde et le nôtre. » Armés de ces nouvelles connaissances, nous sommes retournés au camp de base pour élaborer un plan. La révélation des gardiens nous avait ouvert les yeux sur un monde de possibilités et de dangers que nous n'avions jamais imaginés. Notre mission avait désormais un objectif clair, localiser et sceller les failles avant qu'elles ne causent d'autres ravages. « Nous devons cartographier l'emplacement des failles », dit Carlos en étalant une carte sur la table. Miguel acquiesça, ses doigts traçant des lignes sur la carte. « Si nous parvenons à localiser les zones où la concentration d'anomalies est la plus élevée, nous pourrons donner la priorité à nos efforts, » ajoute Elena, la voix pleine de détermination. « Et nous devrons rassembler du matériel pour colmater les brèches une fois que nous les aurons trouvées. Les jours suivants, nous avons travaillé sans relâche pour rassembler des informations et préparer la prochaine phase de la mission. Les rapports des autres équipes de la Task Force X nous parviennent, chacune rencontrant ses propres défis et révélations. L'ampleur du phénomène était stupéfiante, couvrant les continents et les cultures. « Nous ne sommes pas seuls dans cette affaire », a fait remarquer Carlos un soir, alors que nous examinions les dernières données. J'ai acquiescé, un sentiment de camaraderie s'installant en nous. Nous faisions partie de quelque chose de plus grand que nous, un effort global pour protéger l'humanité de menaces qui défiaient les explications conventionnelles. Alors que nous nous préparions à partir pour notre prochaine mission, un sentiment d'urgence s'empara de nous. Les failles représentaient un danger clair et immédiat, leur existence menaçant de défaire le tissu de la réalité elle-même. Mais à chaque défi, nous devenions plus forts, plus déterminés à réussir. « Nous partons à l'aube », annonça Carlos,
sa voix portant le poids de notre détermination collective. Reposez-vous, demain, nous ferons la différence. Le soleil tape sans pitié tandis que nous nous aventurons plus profondément dans le désert, la chaleur implacable mettant à l'épreuve notre endurance. Chaque pas soulevait des panaches de sable fin qui scintillaient à la lumière du soleil avant de retomber sur le sol. La vaste étendue semblait intouchée par le temps, un témoignage de la puissance brute et de l'indifférence de la nature. Naviguant par coordonnées GPS, nous nous sommes dirigés vers le cœur des observations d'anomalies. Des rapports avaient dépeint des phénomènes étranges, des lumières dansant dans le ciel nocturne, des sons étranges dérivant à travers les dunes et des chuchotements d'êtres invisibles. Le désert recèle des secrets qui défient toute explication rationnelle, et nous sommes déterminés à les percer. Là, chuchote Elena, sa voix à peine audible au-dessus de la brise du désert. Au loin, un léger scintillement attire nos regards, une distorsion de l'air qui oscille comme un mirage. Au fur et à mesure que nous nous rapprochions, l'anomalie se révéla, un tourbillon d'énergie qui projetait une lumière subtile et éthérée sur le sable environnant. Il pulsait à un rythme qui semblait faire écho au battement de cœur du désert lui-même. « C'est ici », confirma Miguel, le ton sérieux, scrutant la zone à la recherche de tout signe de danger. Carlos acquiesça, l'expression concentrée. Nous ne savons pas à quoi nous avons affaire ici. En établissant un périmètre, nous nous préparons à la tâche délicate qui nous attend. L'équipement que nous avions apporté, une combinaison de capteurs de haute technologie et d'artefacts anciens acquis auprès de spécialistes occultes, constituait notre arsenal contre l'inconnu. Nous devons sceller cette faille avant que quoi que ce soit d'autre ne s'y glisse, dit Carlos, sa voix tranchant le silence du désert. Avec une précision exercée, nous avons entamé le rituel de scellement, guidé par les connaissances transmises par les gardiens. Chaque étape était méticuleuse, nos mouvements délibérés alors que nous formions un cercle protecteur autour de l'anomalie. L'air bourdonnait d'énergie, chargé de l'anticipation de ce qui se trouvait au-delà du voile scintillant. Alors que nous chantions d'anciennes incantations et que nous concentrions notre volonté collective, la faille a réagi. Le tourbillon commença à fluctuer, son énergie s'intensifiant comme pour défier nos efforts. Le vent du désert s'est levé, emportant avec lui des murmures qui semblaient venir d'un autre monde. « Nous perdons le contrôle », a averti Elena, la voix tendue par l'effort. Mais nous avons continué à avancer, tirant notre force de notre unité et de notre détermination. Des perles de sueur brillaient sur nos fronts, tandis que nous canalisions notre énergie dans les dernières étapes du rituel. La faille pulsait de façon erratique, repoussant nos efforts avec une férocité qui mettait notre détermination à l'épreuve. Et puis, dans un élan de volonté combinée, nous avons activé l'ancien artefact, une relique censée avoir été bénie par les gardiens eux-mêmes. Un éclair de lumière aveuglant jaillit de la brèche, illuminant le paysage désertique dans un relief saisissant. Le vortex d'énergie trembla, puis s'effondra sur lui-même dans un rugissement assourdissant. Le silence s'abattit à nouveau sur le désert, rompu uniquement par le bruit de nos respirations laborieuses. Nous nous tenions debout, stupéfaits et épuisés, les restes de la brèche se dissipant dans l'air du désert comme de la fumée. « Nous avons réussi », dit Miguel, la voix teintée d'incrédulité et de soulagement. Carlos acquiesça, un rare sourire se dessinant au coin de sa bouche. Un de moins. Alors que nous rassemblions notre équipement et nous préparions à partir, un sentiment d'accomplissement se mêlait à la conscience que notre mission était loin d'être terminée. Le désert recèle de nombreux secrets, et nous n'avons fait qu'effleurer la surface des mystères qu'il renferme. « Rentrons au camp de base », dit Carlos, d'une voix ferme et résolue. Et c'est ainsi que, sous le regard attentif du soleil du désert, la Task Force X s'est tournée vers la maison, sachant que son voyage dans l'inconnu ne faisait que commencer. Alors que nous approchions des coordonnées désignées dans le désert, l'air semblait scintiller d'une énergie d'un autre monde. Le paysage autour de nous était étrangement silencieux, le seul bruit étant le doux crissement du sable sous nos bottes. D'après nos informations, cette zone était un point chaud pour l'activité des failles, un endroit où le tissu de la réalité s'amincit, permettant à des êtres d'autres dimensions de s'y glisser. « Gardez les yeux ouverts »,
nous a conseillé Carlos en balayant l'horizon avec une paire de jumelles. Nous avançons prudemment dans le désert, le soleil tapant sans relâche. La sueur dégoulinait dans mon dos au fur et à mesure que nous avancions, la tension s'intensifiant à chaque pas. Le désert semblait s'étendre à l'infini, une étendue de sable et de ciel sans fin. Là, chuchota Elena en pointant du doigt, une formation rocheuse lointaine. On pouvait apercevoir un léger scintillement, comme de la chaleur s'élevant d'une surface brûlée par le soleil. Au fur et à mesure que nous nous approchions, le miroitement s'accentuait, formant un tourbillon d'énergie qui pulsait d'une lueur étrange. « C'est bien une faille », confirma Miguel, la voix teintée de crainte. Nous nous rassemblâmes autour de la faille, l'observant avec précaution. L'énergie qui émanait du portail était palpable, une porte vers un autre monde qui défie l'entendement. Je ressentais un mélange de peur et de fascination, me demandant ce qui se trouvait au-delà de ce maelstrom tourbillonnant. « Nous devons la sceller, dit Carlos avec fermeté, rompant le silence. Miguel acquiesça, déballant l'équipement que nous avions apporté à cette fin. Nous nous mîmes au travail, suivant la procédure décrite par les gardiens, un rituel qui consistait à canaliser notre énergie collective pour fermer la brèche entre les mondes. Le processus était tendu et laborieux, chaque étape étant critique pour le succès de notre mission. Nous formâmes un cercle autour de la brèche, concentrant nos pensées et nos intentions sur le rétablissement de l'équilibre. L'air bourdonnait d'énergie pendant que nous travaillions, nos mains se déplaçant de manière synchronisée pour achever le rituel. Et puis, dans un dernier élan d'effort, nous avons activé le mécanisme de scellement. Une explosion de lumière jaillit de la brèche, projetant des ombres sur le sable. Nous avons retenu notre souffle, tandis que le vortex d'énergie ondulait, puis commençait lentement à se dissiper. La faille s'est effondrée sur elle-même, rétrécissant jusqu'à disparaître complètement. Le désert redevint silencieux, la seule preuve de l'existence de la faille étant une faible énergie résiduelle dans l'air. « Nous avons réussi », soufflai-je, un sentiment d'accomplissement m'envahissant. Carlos me donna une tape sur l'épaule, un rare sourire se dessinant sur ses traits. Alors que nous rangions notre équipement et nous préparions à repartir, un sentiment d'optimisme régnait dans l'air. Nous avions prouvé que les failles pouvaient être scellées, que nous avions le pouvoir de protéger notre monde des menaces surnaturelles. Mais notre mission était loin d'être terminée. Il y avait encore d'autres failles à trouver et à sceller, d'autres défis à relever. « Nous devrions faire un rapport », suggéra Miguel en jetant un coup d'œil au soleil couchant. Carlos acquiesça. Retournons au camp de base. Le voyage de retour s'est déroulé avec une satisfaction tranquille, le moral gonflé à bloc par notre succès. Le désert s'étendait autour de nous, baigné par la lumière dorée du crépuscule. Je repensais à tout ce que nous avions vécu, les batailles menées, les mystères élucidés et les liens forgés dans l'adversité. En approchant du camp de base, les visages familiers de nos camarades nous ont accueillis chaleureusement. Il y avait un sentiment de camaraderie au sein de la Task Force X, un objectif commun qui nous unissait dans notre mission de protection de l'humanité. Nous avons colmaté une brèche aujourd'hui, ai-je annoncé au groupe, incapable de contenir ma fierté. Les applaudissements ont fusé autour de nous. Des mains m'ont tapé dans le dos en guise de félicitations. Mais au milieu de la célébration, il y avait un rappel dégrisant des défis qui nous attendaient. Notre victoire dans le désert n'était qu'un début, un aperçu d'un monde où la réalité et le mythe s'entremêlaient, où les dangers se cachaient dans l'ombre. « Demain, dit Carlos, sa voix coupant court à la jubilation. Et c'est ainsi que, sous la lumière d'une lune désertique, nous nous sommes reposés, sachant que notre voyage était loin d'être terminé. Le lendemain matin, nous nous sommes réunis une fois de plus dans la salle de briefing pour planifier notre prochaine action. Notre succès dans le colmatage de la brèche dans le désert avait renforcé notre confiance, mais nous savions que chaque nouvelle rencontre pouvait apporter des défis imprévus. Nous avons des rapports sur une autre anomalie, a commencé Carlos, en montrant une carte sur l'écran. La zone était marquée par des grappes de points rouges, indiquant des observations et des perturbations qui suggéraient l'activité de la brèche. Il était clair que le phénomène se propageait et s'étendait à de nouveaux territoires. Nous devrons faire preuve de prudence, remarqua Miguel en étudiant attentivement la carte. La forêt est dense et la visibilité limitée. Elena acquiesça. Nous devons être prêts à tout,
Les gardiens nous ont prévenus que ces failles peuvent attirer d'autres entités, pas toutes amicales. Carlos grimaça, l'expression troublée. Nous ne pouvons pas nous permettre de sous-estimer les risques. Notre priorité est de colmater la brèche et d'empêcher toute nouvelle incursion. Notre plan mis en place, nous nous sommes mis en route vers la région forestière, les sens en alerte. Chaque bruissement de feuilles et chaque craquement de branches nous procurait une poussée d'adrénaline. « Restez groupés », nous conseilla Carlos, la voix basse. La forêt nous enveloppa d'un linceul d'ombre et de verdure. L'air était chargé de l'odeur de la terre et du feuillage. Nous avançons prudemment dans le sous-bois, suivant les traces des perturbations signalées par les habitants de la région. Là, chuchote Elena, en désignant une clairière. Une faible lueur se dessine à travers les arbres, rythmée par une pulsation qui semble se répercuter dans nos os. Alors que nous nous approchions, la source de la perturbation devint évidente. Une faille, semblable à celle que nous avions rencontrée dans le désert, mais avec une intensité qui me fit frissonner. « Celle-ci semble différente », murmura Miguel, les sourcils froncés d'inquiétude. En effet, l'énergie émanant de la faille semblait plus chaotique, tourbillonnant avec une intensité volatile. Elle projetait des ombres inquiétantes sur le sol de la forêt, déformant le monde naturel qui l'entourait. « Nous devons la sceller rapidement », dit Carlos avec fermeté, sa voix tranchant la tension. Nous n'avons pas perdu de temps pour installer notre équipement, suivant la procédure rituelle que nous avions mise au point. L'air crépita d'énergie lorsque nous formâmes un cercle autour de la faille, nos mains brillant d'une faible luminescence. Mais alors que nous commencions le processus de scellement, un sentiment de malaise s'installa en moi. La forêt semblait retenir son souffle, le bruissement des feuilles se taisait. Puis, des profondeurs de la faille, quelque chose émergea, une silhouette enveloppée de ténèbres et scintillant d'une énergie malveillante. « Attention !» cria Elena, sa voix s'élevant vers le ciel. L'entité s'était lancée vers nous à une vitesse stupéfiante, sa forme se déplaçant et se tordant comme si elle défiait les lois de la physique. Nous nous sommes précipités pour nous défendre, les armes dégainées et le cœur battant d'adrénaline. « Distrayez-le !» ordonna Carlos en tirant une volée de balles. Les balles semblèrent la traverser sans dommage, comme si elle était faite de fumée et d'ombre. Je pouvais sentir le froid de sa présence, une peur primitive qui m'enracinait sur place. « Nous devons perturber la faille !» cria Miguel, sa voix à peine audible. Miguel cria, sa voix étant à peine audible dans le chaos. Rassemblant chaque once de courage, je concentrais mon énergie sur le rituel, bloquant le chaos autour de moi. La faille pulsait avec une intensité renouvelée, menaçant de nous consumer tous dans son maelstrom. Et puis, dans un dernier élan de détermination, nous avons activé le mécanisme de scellement. La faille frémit, son énergie faiblissant sous l'assaut de notre volonté combinée. Pendant un instant, il nous a semblé que nous allions réussir. Mais l'entité s'est défendue, sa forme se contorsionnant de rage. Elle s'est élancée avec des vrilles de ténèbres, nous frappant avec une fureur d'un autre monde. Nous ne pouvons pas tenir. Mais alors que tout espoir semblait perdu, une voix résonna dans le chaos, une voix familière, pleine de sagesse et de détermination. « Concentrez-vous » résonna en nous la voix du gardien. En nous appuyant sur les conseils du gardien, nous avons rassemblé nos forces collectives, repoussant les assauts de l'entité. Dans un dernier élan, nous avons refermé la brèche, l'isolant de notre monde. La forêt est redevenue silencieuse, la présence de l'entité se dissipant dans l'éther. Nous nous tenions debout, haletants, la poitrine soulevée par l'effort et le soulagement. Nous avons réussi, soufflai-je, l'incrédulité se mêlant au triomphe. Carlos acquiesça, l'air sombre. Carlos acquiesça, l'air sombre. Mais à quel prix? Après la rencontre dans la forêt, nous nous sommes regroupés au camp de base, fatigués mais victorieux. L'avertissement du gardien résonnait dans nos esprits. Les failles étaient le symptôme d'un déséquilibre plus grand, d'un conflit qui s'étendait sur plusieurs dimensions. « Nous ne devons pas baisser la garde », dit Carlos solennellement en s'adressant au groupe. Les événements de notre mission avec la Task Force X nous avaient ouvert les yeux sur un monde de mystères et de dangers qui défiait toute explication. Nous avions rencontré des êtres qui dépassaient notre entendement, mené des batailles à la limite de la réalité et forgé des liens qui transcendaient la simple camaraderie. « Mais nous ne sommes pas seuls », dit Miguel, la voix pleine de conviction.
Ensemble, nous pouvons faire la différence. Et c'est ainsi que notre voyage continua, une poursuite incessante de la vérité, de la justice et de la protection de l'humanité contre les menaces surnaturelles. Chaque faille colmatée était une victoire, un pas vers le rétablissement de l'équilibre et la sauvegarde de notre monde. Alors que le soleil se couchait à l'horizon, projetant de longues ombres sur le camp, nous nous sommes rassemblés autour d'un feu crépitant. La chaleur contrastant avec la fraîcheur de la nuit. Les événements de la journée pesaient lourdement sur nos esprits, mais il y avait aussi un sentiment de solidarité entre nous, une détermination commune à aller de l'avant, quels que soient les défis à relever. Nous avons prouvé que nous pouvions colmater ces brèches, remarqua Elena en regardant les flammes danser. Carlos hocha la tête d'un air pensif, l'air grave. Nous devons être vigilants. Les gardiens nous ont prévenus que les failles sont les symptômes d'un conflit plus vaste. Miguel leva les yeux vers le ciel étoilé, traçant les constellations au-dessus de sa tête. Et qu'en est-il des êtres que nous avons rencontrés? L'entité dans la forêt, elle ne ressemblait à rien de ce que j'ai pu voir. Je frissonnais en me rappelant la présence malveillante de la créature. Quoi qu'il soit, ils ne sont pas de notre monde, et ils ne s'arrêteront pas tant qu'ils n'auront pas trouvé un moyen de passer. Le silence tomba sur le feu de camp, tandis que nous contemplions l'ampleur de notre mission. Le poids de la responsabilité pèse lourdement sur nos épaules, chacun d'entre nous étant aux prises avec ses propres peurs et ses propres doutes. Nous devons rester concentrés, dit finalement Carlos, rompant le silence. Il n'y a pas de place pour l'hésitation ou le doute. Les autres acquiescent, l'expression déterminée. Nous étions une équipe forgée dans le creuset de l'adversité, liée par un but commun qui transcendait les sacrifices personnels. Nous nous reposerons ce soir, décida Carlos, la voix ferme. Et c'est ainsi que, sous le regard attentif des étoiles, nous nous installons pour la nuit. Le feu crépitait doucement, projetant des ombres vacillantes sur les visages de mes camarades. Dans les moments de calme qui précédèrent le sommeil, je réfléchis à tout ce que nous avions vécu, les horreurs, les triomphes et l'esprit inflexible, qui nous poussaient à aller de l'avant. Lorsque l'aube se leva à l'horizon, nous nous remîmes en route avec une détermination inébranlable. Le voyage à venir serait semé d'embûches et d'incertitudes, mais nous l'avons affronté ensemble, un témoignage de la force de l'esprit humain face à l'inconnu. Notre mission est loin d'être terminée, a déclaré Carlos, sa voix portant à travers la nature. Et c'est ainsi, avec du courage dans nos cœurs et un but précis dans nos pas, que la Task Force X s'est aventurée dans l'inconnu une fois de plus. Le monde attendait notre protection, son destin était lié au nôtre dans une bataille qui dépassait les dimensions et défiait l'entendement.